L'invasion mongole du Japon est maintenant imminente. Les troupes du Grand Khan sont en route pour punir ces arrogants japonais qui ont osé le défier. Au Japon, et notamment à Kyushu, les samouraïs sont sur le pied de guerre et s'apprêtent à affronter un ennemi qu'ils ne connaissent pas. Cette première invasion est une guerre opposant deux styles, deux tactiques et deux stratégies différentes. Alors que les guerriers japonais aiguisent leurs sabres, les prières sous l'impulsion de l'empereur à Kyoto résonnent dans tout le pays et implorent l'aide des dieux face aux Mongols. Mais bien avant les grandes îles du Japon, c'est la petite île de Tsushima qui se dresse en première face aux envahisseurs. Comment le Japon et les guerriers samouraïs vont s'en sortir durant cette première invasion? Que s'est-il vraiment passé à Tsushima? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette troisième partie sur la véritable histoire derrière Ghost of Tsushima. C'est parti. Ich bin ein Berliner. Legio, Haydnna! Haydnna! Vivis! Vive la France, libre, dans l'honneur. Sha! Shenzhen! Shuzhen! We shall never surrender. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Partant du port coréen de Apo, l'armada mongole doit d'abord envahir et sécuriser sur sa route plusieurs îles, dont Tsushima. Les commandants mongols ne peuvent pas laisser derrière eux des îles aux mains des Japonais qui risqueraient de perturber les lignes de communication et ravitaillement avec la Corée. La force d'invasion est composée entre 15 000 et 20 000 hommes et embarque sur environ 1000 navires. Dans Ghost of Tsushima, les ennemis sont évidemment les soldats et redoutables cavaliers mongols. Mais en réalité, l'invasion mongole du Japon ressemble plus à une grande coalition asiatique largement composée de soldats chinois, turchen et coréens plutôt que des cavaliers mongols. Cela fait des années que les Japonais savent qu'une invasion est inévitable et attendent patiemment. Le premier territoire nippon à se faire attaquer est donc l'île de Tsushima, qui est au cœur du jeu de Sucker Punch. Tsushima est plus précisément un archipel composé de deux îles, Kami et Shimo, et séparé par un petit détroit. Se situant non loin des côtes coréennes, Tsushima est une île montagneuse qui est isolée du reste du Japon et principalement habitée par des pêcheurs, commerçants et pirates. Peu propice à l'agriculture, l'île est composée à plus de 90% de forêts et vallées très étroites. Tsushima est le fief du clan Sō durant toute la période médiévale et moderne. Les développeurs ont redonné vie à Tsushima de l'époque Kamakura avec évidemment quelques modifications nécessaires pour le côté ludique du jeu vidéo. Le studio s'est néanmoins inspiré de lieux historiques bien réels, comme le temple Banshuin à Izura, le sanctuaire Watazumi, le mont Shiratake et la forteresse de Kaneda surveillant la baie d'Azo. Cette dernière est un endroit très important dans le jeu, mais la forteresse est en réalité déjà abandonnée depuis longtemps lors de la première invasion. L'un des éléments emblématiques du jeu est la présence de renards en relation avec les sanctuaires dédiés à la déesse de l'agriculture Inari. Très connu au Japon, ces sanctuaires sont protégés par des magnifiques statues de renards, l'animal messager d'Inari. Ce folklore autour des renards existe bel et bien au Japon, c'est un ajout intelligent des développeurs. Toutefois, les renards ne sont pas présents sur Tsushima, qui a une faune bien particulière comme un serpent unique à l'île et un chat léopard devenu mascotte. Un autre ajout intelligent dans le jeu, via les dialogues, est la façon subtile de montrer à quel point Tsushima est une île lointaine et isolée du reste du Japon. Les pêcheurs japonais repèrent la flotte mongole qui se dirige vers la région de Sasura, située dans la partie sud de Tsushima. Les Mongols n'ont pas choisi cette région par hasard, puisqu'elle abrite la grande plage de sable de Komoda, un endroit parfait pour débarquer des troupes. Une deuxième plus petite invasion prévoit de débarquer en même temps sur la partie nord. Prévenu, le Jito de Tsushima, le seigneur Sō Sukekuni du clan Sō, rassemble rapidement une petite troupe de bushi, c'est-à-dire les guerriers professionnels samouraïs, ainsi que des soldats faisant office d'écuyers et serviteurs qu'on appelle Eishi. Le Jito ne possède alors pas beaucoup de temps pour organiser une défense efficace. Dans Ghost of Tsushima, le personnage du seigneur Shimura, le mentor de Jin Sakai, est clairement inspiré de Sō Sukekuni. Un événement inattendu va néanmoins renforcer la détermination et le courage des samouraïs à repousser les envahisseurs. Le 4 novembre, un sanctuaire de Tsushima prend mystérieusement feu. Mais ce n'est pas n'importe quel sanctuaire, il s'agit du Hachiman Gudokun, c'est-à-dire le sanctuaire de Hachiman, le dieu de la guerre. La destruction par les flammes du sanctuaire est d'abord interprétée comme un présage extrêmement funeste. Heureusement, l'incendie est rapidement éteint, et plusieurs colombes blanches, symboles et messagères du dieu Hachiman, se posent sur le toit du sanctuaire.
Au lieu d'un désastre annoncé, cet incident est réinterprété comme un avertissement d'Hachiman. Le seigneur So Sukekuni réunit et commande une petite armée de 80 samouraïs montés à cheval et une vingtaine de heishi. Après une chevauchée à travers les montagnes durant la nuit, les défenseurs de Tsushima prennent position sur les hauteurs de la plage de Komoda et observent une dizaine de navires coréens débarquer des soldats. À l'aube du 5 novembre, So Sukekuni envoie un interprète pour connaître les intentions des étrangers et engager un début de négociation. Mais après avoir bafoué à plusieurs reprises les offres du Grand Khan, les Mongols ne sont pas là pour négocier et répondent à l'interprète avec une volée de flèches. Dans Ghost of Tsushima, c'est le personnage de Khotun Khan qui initie les hostilités en immolant un samouraï venu le défier en duel. Khotun Khan, qui est le grand vilain du jeu, est présenté comme le commandant en chef mongol et le petit-fils de Gengis Khan. Ses traits et sa forte corpulence sont clairement inspirés de Kublai Khan. Même si Gengis Khan a eu énormément d'enfants, avec pas moins de 0,5% de la population mondiale actuelle qui est descendante de lui, il n'existe pas de trace d'un certain Khotun Khan. Son personnage est plus une représentation fictionnelle de Kublai Khan, même si ce dernier n'a pas du tout participé en personne aux invasions mongoles du Japon. Composée de soldats chinois et coréens, l'infanterie est la première à débarquer sur la plage de Komoda. L'objectif est de former une tête de pont solide et donner du temps nécessaire aux cavaliers des steppes mongoles et Jurchen de débarquer et préparer les chevaux. Un samouraï décoche une flèche sifflante, une tradition japonaise signifiant le début des hostilités. Les envahisseurs répondent avec des gongs et terrifiants tambours de guerre, puis se mettent à marcher lentement vers les défenseurs. Sous une pluie battante, la bataille de Tsushima peut enfin commencer. Loin d'être une infanterie comme on peut l'imaginer, les bushi, ou samouraïs, sont à l'époque une cavalerie lourde d'archers hors pair. Ils sont équipés d'un casque en plaque de fer qu'on appelle kabuto et d'une armure type yoroi. Relativement légère pour un cavalier, environ 30 kg, cette armure emblématique du samouraï est composée de plusieurs parties en cuir et plaques de fer. Tout comme Jin Sakai dans le jeu Ghost of Tsushima, certains samouraïs portent un masque facial effrayant appelé Apuri qui a influencé des personnages emblématiques de notre pop culture comme Hannibal Lecter ou même Dark Vador. L'arme principale du samouraï de l'époque de Kamukara est donc un arc très long, environ 2,20 m, qu'on appelle Yumi ou Daikyu. Curieusement, c'est l'arc plutôt que le sabre qui est pendant très longtemps le symbole de l'autorité et du pouvoir au Japon. Par exemple, le légendaire et premier empereur Jimmu, descendant de la déesse du soleil Amaterasu, est représenté avec un Yumi. Cet arc traditionnel est encore utilisé aujourd'hui dans l'art martial Kyudo. La technique du tir à l'arc monté à cheval est appelée Yabusame et est encore visible aujourd'hui lors de cérémonies religieuses. Les soldats sino-coréens sont les premiers à découvrir l'habileté et la précision des archers montés samouraïs. Les flèches nippones causent considérablement de morts et blessés dans le camp mongol. Adoptant une formation groupée et en se protégeant derrière de grands boucliers en bambou, les envahisseurs continuent néanmoins de marcher inexorablement vers Sukekuni et ses hommes. La pression est de plus en plus grande pour les samouraïs de l'île. Les arcs laissent place au tachi, l'ancêtre du katana, et des violents combats au corps à corps s'engagent. Les tachis sont différents du légendaire katana. C'est un sabre plus léger et plus courbé, pensé pour le maniement à une main. Fabriqué par des maîtres artisans réputés, le tachi est parfaitement adapté aux samouraïs qui, rappelons-le, sont à l'époque des cavaliers. Au fil des siècles, et pendant les futures grandes guerres civiles du Japon, les samouraïs vont évoluer en une infanterie lourde et remplacer le tachi par le katana, un sabre plus lourd et surtout pensé pour le combat à deux mains. Il existe un mythe comme quoi les Japonais sont passés du tachi au katana suite aux invasions mongoles. Le tachi aurait été fragile contre les armures des envahisseurs et peu efficace. Cela est évidemment faux. Le tachi est une épée redoutable, largement capable de percer les armures des soldats chinois, coréens ou mongols. En dehors des tachi, les samouraïs se battent aussi avec le nagitana, une arme typiquement japonaise qui ressemble à une grande hallebarde à lame courbée, particulièrement efficace contre les cavaliers. La pratique du nagitana, qu'on appelle nagitana jutsu, est encore commune aujourd'hui et traditionnellement associée aux femmes. C'est durant cette bataille que va s'illustrer Saito Sukesada, l'un des proches disciples de Sukekuni. Jusqu'à que son épée se brise, il tue à lui seul plus d'une dizaine de soldats yuan et même un officier mongol. Couvert de sang et les nombreux cadavres ennemis à ses pieds, Saito Sukesada, aux allures de démon, semble inarrêtable et provoque ses ennemis en les défiant par des hurlements. Renversé par une pierre de catapulte, le courageux voire téméraire samouraï se retrouve isolé de ses compagnons d'armes. Face à lui, les Mongols ne prennent plus de risques et lui envoient une volée de flèches, dont 3 transpercent sa poitrine, faisant définitivement entrer Saito Sukesada dans la légende. So Sukekuni réussit tant bien que mal à repousser les premières offensives, mais plus de la moitié de ses samouraïs sont déjà morts. Face à une défaite inévitable, le Jito de Tsushima ordonne au restant de ses hommes, à peine une soixantaine, de tirer leurs dernières flèches avant de lancer lui-même une dernière charge de cavalerie désespérée contre les rangs mongols. Malgré la bravoure et le courage des samouraïs, la supériorité numérique et tactique des envahisseurs terrasse les guerriers japonais. La résistance héroïque de Sukekuni
entre dans la légende. Une résistance qu'il paye non seulement de sa vie, mais aussi celle de ses deux fils, Umajiro et Yajiro, morts sur le champ de bataille. Il existe encore aujourd'hui sur la plage de Komoda un monument aux samouraïs morts pour défendre Tsushima. Malgré la décimation de la force locale, deux samouraïs au nom de Kotaro et Jiro réussissent à esquiver les bateaux ennemis afin de transmettre le message de l'invasion mongole à Kyushu. Kotaro et Jiro se battront de nouveau avec honneur lors de la deuxième invasion et mourront sur le champ de bataille pendant la bataille de l'île de Taka. Désormais sans défense, l'île de Tsushima est en proie aux flammes et à la destruction. Pendant une dizaine de jours, les Mongols se livrent au pillage et massacrent la plupart des habitants. C'est justement pendant cette période que se déroule le jeu qui vous donne une chance de changer le cours de l'histoire et sauver Tsushima de la destruction en repoussant les Mongols. Selon la légende, des survivants du massacre se sont réfugiés à Aomori, situé tout au nord de l'archipel du Japon sur l'île de Honshu. Il existe même dans la région une vieille berceuse appelée Moko no Komuryota qui raconte aux enfants comment les Mongols vont descendre des montagnes s'ils n'arrêtent pas de pleurer. Après Tsushima, l'armada se dirige vers la petite île d'Iki dont le gouverneur est le Shugodai Taira Kagetaka. Prévenu de l'attaque sur Tsushima, Kagetaka dispose de quelques jours cruciaux pour rassembler une armée d'environ 100 samouraïs, plus leurs servants et des roturiers pour un total d'environ 1000 hommes. Il envoie une demande de renfort à Kyushu, puis ordonne aux familles de samouraïs de se réfugier dans le château d'Inotsume. Le 13 novembre, les navires ennemis sont en vue et débarquent encore une fois en premier les soldats chinois et coréens. Cette fois-ci, les défenseurs d'Iki les attendent directement sur la plage, à la limite de l'eau. Les hommes de Kagetaka décochent des salves de flèches meurtrières qui déciment les envahisseurs sur les petites embarcations avant même qu'ils réussissent à poser pied sur le sable. Mais trop nombreuses, les forces mongoles arrivent à débarquer des troupes grâce aux barrages de flèches et catapultes depuis les navires. Comme à Tsushima, les tambours et gongs de guerre résonnent de nouveau, mais les samouraïs ne se laissent pas abattre. Après un effort considérable, ils repoussent les Mongols qui se retirent la nuit tombée vers leurs navires. Avec la majorité de ces hommes morts au combat, Taira Kagetaka décide d'abandonner la plage pour se barricader avec les survivants et les civils des environs dans le château d'Inotsume. Le lendemain matin, les défenseurs d'Iki découvrent et entendent avec effroi la voix de milliers d'hommes et le claquement des centaines de drapeaux de la dynastie Yuen flottant au vent. Le château d'Inotsume est assiégé et plusieurs engins de guerre sont en train d'être installés. Dans la plus pure tradition japonaise, Taira Kagetaka et les habitants d'Iki refusent catégoriquement de se rendre. Tous prennent les armes et se rendent au rempart. Les femmes et les vieillards se joignent également à la garnison pour défendre Inotsume. Kagetaka dépêche sa fille, Katsura Hime, accompagnée d'un samouraï pour transmettre la terrible nouvelle aux principales forces japonaises à Kyushu. Malgré la défense acharnée des Japonais, la porte du château est finalement enfoncée. La fin est proche pour les défenseurs d'Iki qui se préparent à une dernière charge mémorable. Les arcs brandis, Taira Kagetaka et ses hommes sont prêts à décocher une dernière volée de flèches. Mais à leur surprise, les Mongols ont placé devant eux un bouclier humain avec des dizaines de Japonais attachés à une longue corde traversant les paumes des mains. Face à une telle horreur, les samouraïs dégainent leurs sabres et chargent les envahisseurs. Rapidement submergé par le nombre, Kagetaka se retire dans l'enceinte principale du château pour une dernière résistance et surtout pour donner du temps à sa famille de se suicider. Il finit également par sauter la vie dans un dernier acte de défiance contre les Mongols. Les captifs survivants de Tsushima et Iki, souvent des femmes, sont alors déshabillés et attachés le long des proues des navires en faisant passer la corde par les mains percées. Cet acte horrifique est une forme de guerre psychologique dont les Mongols sont très friands et adeptes. Une fois Tsushima et Iki sécurisés, la flotte d'invasion reprend la mer le soir du 14 novembre et met le cap vers Kyushu. Entre le 16 et 17 novembre, l'armada anéantit les défenses des petites îles d'Hirado, Taka et Nokono aux mains du clan Shashi, qui va sacrifier quasiment tous ses membres pour défendre son territoire. Une dernière île, Takashima, se dresse entre les forces mongoles et les principales régions du Japon. Pour les Coréens, qui forment le gros de la marine et de l'infanterie, c'est une petite revanche. Pendant des dizaines d'années, le royaume de Corée essayait tant bien que mal de résister à l'invasion mongole et aux guerres civiles. Durant cette période instable et profitant du chaos ambiant, les pirates japonais, appelés Wako et présents en grand nombre à Takashima, lancèrent de nombreux raids sur les côtes coréennes malgré la réprobation du shogunat. Regroupés dans une alliance appelée Matsuhara-to, les pirates décident de rester défendre l'île de Takashima et envoient des messagers à Kyushu, dans la capitale régionale de Dazaifu. C'est là où se prépare le gros des forces japonaises à repousser l'invasion. La défense des gangs pirates n'est pas plus efficace que les samouraïs de Tsushima et d'Iki. En seulement quelques heures, l'île de Takashima subit le même sort funeste. Le commandement japonais a déjà été prévenu des attaques sur Tsushima et se prépare depuis des jours pour la grande invasion.
Malgré l'appel à la mobilisation du Shiken, quelques années plus tôt, les Gokenin, c'est-à-dire les samouraïs au service du shogun, sont loin d'avoir tous répondu à l'appel. Ce sont principalement les samouraïs de Kyushu et de l'ouest du Japon qui se sont mobilisés. Ils sont commandés par les Shugo, Shoni Kagesuke et Shimazu Isatsune. Selon les estimations modernes, les forces japonaises rassemblent au total entre 3000 et 6000 hommes, sans aucun doute beaucoup moins nombreux que la coalition d'envahisseurs. Les archers montés samouraïs forment à peine le quart de ce nombre, le reste étant composé d'hommes au service des samouraïs ou des roturiers enrôlés comme simples archers ou fantassins. Le principal assaut des Mongols sur Kyushu a pour objectif la ville-forteresse de Daizaifu, siège régional du gouvernement japonais et du puissant clan Shoni. Située à seulement 15 km de Daizaifu, la grande baie d'Akata, près de l'actuelle ville de Fukuoka, est le lieu parfait pour débarquer des troupes grâce à sa longue plage de sable. Les Shugo prennent le commandement et distribuent les derniers ordres. L'armada de Kubilai Khan est enfin là le 19 novembre. La première invasion du Japon peut maintenant sérieusement commencer. Les premiers détachements de l'infanterie chinoise et coréenne débarquent à l'ouest de la baie à Imazu. Pour prendre Akata, le premier objectif des commandants mongols est de longer la côte vers l'est en sécurisant la plage. Une fois la tête de pont solidement établie, le reste des forces, et notamment la cavalerie mongole, peuvent pénétrer plus profondément dans les vallées et capturer Daizaifu. Pour faciliter le débarquement des premiers soldats, les envahisseurs envoient un barrage de flèches et autres projectiles depuis les navires. Les fantassins sino-coréens réussissent à poser pied sur la plage et commencent immédiatement l'attaque. Shoni Suketoki, le neveu du commandant japonais Shoni Kagetoki, est présent aux côtés de son oncle et prêt à en découdre. À seulement 12 ans, c'est à lui que revient le privilège de décocher la première flèche sifflante, signifiant le début de la bataille. Les Mongols ne sont pas du tout impressionnés par la vision de ce jeune adolescent en tenue guerrière sur un cheval. Une célèbre statue, érigée en son honneur, est visible encore aujourd'hui dans le port d'Ashibe sur l'île d'Iki. Un fou rire moqueur éclate dans les rangs ennemis lorsque la flèche sifflante se plante devant eux. Les énormes tambours mongols commencent à résonner dans la baie. Les gongs de guerre sonnent et ordonnent aux troupes de se mettre en marche. Face à un tel vacarme et spectacle, les samouraïs tentent de calmer les chevaux terrifiés. Pour la première fois, les Japonais affrontent une force extérieure qui lui est inconnue d'un point de vue stratégique et tactique. Les deux armées sont également différentes sur le plan de l'équipement. Lance dans une main et grand bouclier dans l'autre, l'infanterie sino-coréenne est protégée par une armure en cuir renforcée par des lames de métal et forme des phalanges compactes. Plutôt que des duels, les soldats chinois et coréens sont justement entraînés pour se battre en formation serrée. Au rythme des tambours, ils suivent à la lettre et instantanément les manœuvres ordonnées par les généraux. Les tactiques mongoles sont connues pour faire exécuter des fausses retraites afin d'attirer l'ennemi et l'encercler. La cavalerie mongole est divisée en deux. Une cavalerie légère, équipée de petits arcs composites, et une cavalerie lourde, reconnaissable à son armure entièrement recouverte de métal et son casque conique. Tous les cavaliers mongols portent une ceinture en cuir où sont accrochés un sabre court ou une hache et une dague. La cavalerie légère est composée d'archers montés. Son rôle est d'harceler l'ennemi et l'attirer dans des pièges. Pour cela, chaque cavalier possède au moins 2 arcs et de grands carquois avec des dizaines de flèches. À l'opposé, la cavalerie lourde mongole est utilisée pour briser les lignes ennemies par une charge dévastatrice. Mis à part ces grandes phalanges compactes, les envahisseurs ne disposent pas d'avantages tactiques contre les Japonais. Le caractère amphibien de l'invasion empêche les Mongols de vraiment mettre en avant les mêmes forces et stratégies, notamment la cavalerie, qui leur ont donné la victoire sur le continent. De plus, les caractères multiethniques et multiculturels des envahisseurs posent des problèmes de coordination entre les différents groupes. Les samouraïs sont eux plus habitués aux petites escarmouches plutôt que des grandes batailles massives. À l'inverse des envahisseurs mongols, coréens et chinois qui ont accumulé beaucoup d'expérience au fil des guerres incessantes sur le continent, les Japonais n'ont pas connu de grandes batailles depuis plus de 50 ans. Ils se retrouvent au début déstabilisés face aux tactiques mongoles qui alignent des formations massives et solides avec des centaines d'hommes. Selon la tradition, les samouraïs se battent sous forme de duel qu'on appelle en japonais Ikiuchi. L'honorable guerrier, qui cherche à prouver sa valeur contre un autre guerrier aussi prestigieux que lui, est un mythe récurrent. De la même manière que nos chevaliers en Occident, les samouraïs sont très idéalisés et romancés par rapport à une réalité historique évidemment très différente. Une fois sur le champ de bataille, les codes d'honneur sont souvent vite oubliés et remplacés par un instinct de survie et la recherche absolue de victoire. Organisés en petites unités de combat mobiles, entre 10 à 50 hommes, les guerriers japonais n'hésitent pas à piéger leurs ennemis dans des embuscades meurtrières. Appuyés par leurs suiveurs Eishi et les fantassins roturiers, les samouraïs se déplacent comme une unité de choc, frappant de manière rapide et précise l'ennemi. Les samouraïs sont des tireurs d'élite, en marquant une cible bien précise, au contraire des envahisseurs qui tirent en masse des flèches. Pour prouver leur valeur et demander des récompenses après la bataille, les flèches des samouraïs sont même gravées avec leur nom.
Mais le moyen le plus efficace pour le samouraï de recevoir des récompenses est de ramener les têtes coupées de ses ennemis à son supérieur en échange de terre ou argent. Certains risquent même leur vie pour couper et ramasser la tête d'un soldat ennemi qu'ils ont tué d'une flèche. Les combats commencent un peu partout le long de la baie. Comme à Tsushima, les samouraïs démontrent leurs excellentes capacités d'archer. Mais l'infanterie sino-coréenne, en rang serré et protégée par ses grands boucliers, avance vers la première ligne de défense. La cavalerie mongole et autres tribus des steppes débarquent rapidement ses premières unités et ripostent aux archers japonais par un nuage de flèches, parfois empoisonnées. Mis à part les samouraïs, l'infanterie de roturier est non seulement moins entraînée que ses ennemis, mais aussi moins bien équipée. Particulièrement vulnérables avec leur armure de style Amaraki et un simple chapeau sur la tête, ils ne possèdent qu'une protection très légère. Pour se protéger des flèches mongoles, les fantassins nippons utilisent d'énormes et très lourds boucliers en bois plantés dans le sable. Mais cela se traduit par une perte de mobilité. Depuis les navires, les catapultes et engins de siège continuent de pilonner les Japonais. Assoiffés de gloire, certaines unités de samouraïs chargent dans les formations ennemies pour essayer de les briser, mais sans grand succès. Les samouraïs et soldats japonais commandés par Kikuchi Yasunari et Shoni Kakue opposent une résistance acharnée, notamment à Akasaka et à Yakudo-Gahara. Mais plusieurs positions défensives s'écroulent lorsque les Mongols utilisent l'ancêtre de la grenade. D'origine chinoise, ces petites grenades, qu'on appelle Zentianlei, tonnerre qui secoue le ciel, sont fabriquées en papier ou en fer et sont les toutes premières armes à feu utilisées sur le sol japonais. Elles causent non seulement des dégâts, mais elles provoquent surtout des mouvements de panique parmi les Japonais et surtout les chevaux. Même lorsque les samouraïs réussissent à prendre l'ascendant lors des combats au corps à corps en faisant reculer les Chinois et Coréens, toutes les contre-attaques sont stoppées net par une pluie de flèches des cavaliers mongols ou des grenades couvrant la retraite des envahisseurs. La cavalerie mongole réussit à enfoncer la ligne de défense et brûle le village d'Akata. Pendant presque 24 heures, les violents combats font rage tout le long de la baie. Finalement brisée, la ligne de défense japonaise laisse place à une solide tête de pont mongole. À partir de là, les envahisseurs peuvent continuer comme prévu leur avancée vers Dazaifu. La baie de Hakata tombe enfin dans les mains des envahisseurs qui forcent les Japonais à se retirer des plages pour les valer en direction de Dazaifu. Une partie des forces japonaises se barricade alors à Mizuki, un ancien château fortifié construit en 664 après Jésus-Christ, justement en cas d'invasion de la Chine ou de la Corée. Mizuki avait été construit à l'époque pour les mêmes raisons, c'est-à-dire bloquer une invasion venue de la mer après un débarquement à Hakata. Mais le château n'avait jusque-là connu aucune guerre. Mizuki est la dernière place forte, relativement solide et ligne de défense efficace avant la capitale régionale de Dazaifu. Son commandant et Shugo, Shoni Kagesuke, ne le sait que trop bien et harcèle sans arrêt depuis le château les Mongols. Il remarque que l'un des principaux généraux mongols, Liu Fuxiang, est présent. Reconnaissable par sa très grande taille, plus de 2 mètres, Liu Fuxiang est alors dans une position vulnérable. Shoni Kagesuke n'hésite pas une seconde et réalise un puissant tir avec son arc. Blessé grièvement au visage, le général mongol chute et se fait même capturer son cheval par un des compagnons samouraïs de Shoni Kagesuke. Mais le général mongol réussit néanmoins à s'échapper. En même temps, le Shugo Takesaki Suenaga bloque les renforts mongols à Torikaigata. Les centaines de soldats coréens et chinois sont finalement repoussés au dernier moment grâce à l'arrivée salvatrice du samouraï Michiyasu Shiraishi et ses hommes venus prêter main forte à Takesaki Suenaga. Stoppés, voire carrément battus à plusieurs endroits, les envahisseurs subissent des pertes importantes et commencent à être à court de projectiles. La perte de Liu Fuxiang incite le reste des troupes à un repli tactique sur la baie de Hakata. Pendant la retraite, les Mongols brûlent tout sur leur passage dont le grand sanctuaire d'Hachiman à Hakozaki. Plutôt que de rester sur la plage et risquer de tomber dans une embuscade, les généraux mongols et coréens préfèrent alors se regrouper sur les navires où ils pensent être en sécurité. C'est mal connaître l'abnégation des Japonais. La nuit tombée, des dizaines de volontaires samouraïs embarquent en silence dans des petites barques. Une cinquantaine de brûlots, des navires enflammés, sont ensuite envoyés grâce au vent en direction de l'armada mongole qui mouille tranquillement dans la baie. La panique est totale dans les rangs des envahisseurs. Au milieu des flammes et du chaos sur les ponts des grands vaisseaux coréens, les marins et soldats se font en plus tuer par les flèches samouraïs. Malgré la grande différence en taille de navires et en nombre d'hommes, les guerriers japonais vont même aborder quelques vaisseaux pour semer encore plus la pagaille et récupérer au passage quelques têtes. À l'aube, le vent se lève et le temps se dégrade rapidement. Les Japonais ne savent que trop bien ce qui est en train de se passer et se retirent vite. Des fortes pluies et puissantes rafales empêchent les gros des navires coréens de fuir à temps avant la tempête. Bousculés par les vagues, l'armada mongole tente désespérément de prendre le large, mais en payant un lourd tribut en hommes. En très mauvais état, les navires peinent à rentrer et vont mettre presque 1 mois pour rejoindre le port de Apo en Corée. Cette tempête est considérée comme la première intervention divine. Et ce premier kamikaze est loin d'avoir la force et l'intensité du deuxième.
mais nous verrons cela dans la prochaine et dernière partie. Les historiens sont divisés sur les véritables intentions de cette première invasion mongole. La force engagée par Kublai Khan n'était clairement pas assez puissante pour capturer Kyushu et encore moins tout l'archipel japonais. Il est probable que les envahisseurs aient été surpris par la résistance des Japonais, mais cela n'explique pas tout. Certains historiens avancent l'idée que cette première invasion avait juste comme objectif de forcer l'empereur et le Shikken à reconnaître la suzeraineté de Kublai Khan et de couper les liens commerciaux entre le Japon et la Chine. Il est possible que Kubilai et son conseil de guerre pensaient qu'une simple démonstration de force contraindrait le gouvernement japonais à demander un traité de paix. Une autre théorie est que cette première invasion n'est qu'une première étape pour une véritable invasion massive. Les Mongols ont l'habitude de faire des mini-campagnes et raids contre les royaumes qu'ils désirent conquérir pour tester les défenses et connaître le terrain. La première invasion mongole du Japon ne serait que l'apéritif, un amuse-bouche avant de subir la vraie colère du Grand Khan et des hordes mongoles. Et au vu des proportions que va prendre la deuxième invasion, cette deuxième théorie est probablement la plus juste. C'est tout pour cette troisième partie, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo pour soutenir HistoriaVox. Un grand merci aussi à Alexander Vestra pour sa relecture, à bientôt pour la quatrième partie.